Alors, donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, aujourd'hui on va finir la partie de cours sur la sociologie de la lecture. Donc, première moitié de la séance. Et puis, ensuite, dans la deuxième partie de la séance, ça sera un temps de travail en groupe sur votre travail d'enquête. Donc, soit sur la production, soit sur la réception. Donc, je vous avais demandé pour préparer ce temps de travail en groupe de venir avec les matériaux empiriques que vous avez. Donc, soit vos retranscriptions d'entretien, les retranscriptions d'entretien qu'on vous a fournis des années précédentes ou les matériaux documentaires que vous avez sur une maison d'édition, une structure productrice de livres audio. Voilà, donc ça sera pour la deuxième partie. Je pourrais vous mettre par groupe et puis je passerai un petit peu pour voir où vous en êtes. Pour l'instant, donc on commence par la partie cours. On peut peut-être fermer la porte s'il vous plaît. Et donc, on avait commencé ce chapitre intitulé Du livre au lire la semaine dernière. Et on en était dans la première partie du texte au mode de lecture. Merci, dépêchez-vous de vous installer. Donc, première partie du texte au mode de lecture. Et on était en train de finir cette partie avec quelques commentaires sur le texte de Bernard Lahire sur la lecture en milieu populaire et les modes d'appropriation des textes. Donc voilà, j'avais commencé à vous parler des histoires de disposition esthétique, d'exposition éthique, et je m'étais dit que ça serait bien de faire un petit tableau récapitulatif pour les différentes notions qu'on a vues en fin de séance la dernière fois. Donc, on pourrait appeler ça les modes de lecture. Mode de lecture ou mode de réception plus largement des textes. Voilà. Alors, et du coup, on avait commencé à dire qu'il y avait deux grands types de rapports au texte, deux grands types de modes de lecture, mode de réception des textes. On avait vu déjà au niveau de la socialisation, des dispositions que ça mobilise, que Bourdieu il distinguait d'un côté, faut que je ne m'attire pas. Hop. Voilà, Bourdieu il distinguait d'un côté une disposition esthétique et de l'autre côté une disposition éthique. Donc deux types de dispositions différentes qui peuvent s'activer ou non face à un texte, sachant que la disposition esthétique, ça va mobiliser tout ce qui est de l'ordre du rapport, comme son nom l'indique, esthétique au texte, mais aussi analytique. On va s'intéresser au texte en tant que texte, en tant qu'objet littéraire, on va s'intéresser au style, la façon dont c'est écrit, etc. Tandis que la disposition éthique, ça va faire appel plutôt à des choses comme des jugements moraux, un rapport donc d'ordre éthique au texte, un rapport plus concret au monde représenté dans le texte. Lahire il reprend un petit peu cette opposition et lui il va parler du coup de lecture analytique pour désigner les lectures qui font appel à la disposition esthétique et de lecture éthico-pratique ou pragmatique pour désigner donc les lectures qui font appel à la disposition éthique. Donc toutes les lectures où on s'intéresse
non pas au texte en tant que texte, en tant qu'objet littéraire, mais où on s'intéresse au texte en tant que support qui nous permet d'avoir accès à des connaissances, hein, comme dans le cas des lectures pratiques, hein, si vous lisez un manuel, un livre de cuisine, un livre de bricolage, etc. Ou au texte en tant que monde représenté, hein, si on est dans le cas d'une lecture fictionnelle, d'une lecture qui raconte une histoire, où du coup on va s'intéresser au monde représenté dans l'histoire, qu'on va traiter comme un monde, comme si c'était le monde réel, hein, à savoir qu'on peut donc porter des jugements sur ce qui est représenté dans ce monde, on peut s'identifier aux personnages, et on va avoir un rapport aux personnages, hein, du même type que si c'était des vraies personnes, en pouvant s'identifier à elles, en jugeant leurs actions, etc. Est-ce que jusque-là ça va sur ces deux grands types de rapports au texte? Ok. Et donc du coup, les sociologues, quand on travaille sur la lecture, on va aussi faire une distinction, hein, entre les lectures qui correspondent à ces deux grands types de distinctions. Et donc on va généralement appeler ce qui se passe de ce côté-là des lectures savantes, entre guillemets, ou extraites. Et ce qui se passe de ce côté-là, on va plutôt appeler ça du coup les lectures ordinaires. Alors, je m'étais arrêtée un petit peu là-dessus la semaine dernière, sur ce terme de lecture ordinaire. Donc ça c'est un terme qui a été employé à la base par un historien, Robert Darnton, pour parler du rapport au texte d'un lecteur de Rousseau. Bon, vous n'avez pas besoin de revenir sur ce détail, mais voilà, ce terme il vient donc de l'historien Robert Darnton, qui l'a utilisé justement pour décrire les lectures, la grande variété finalement des lectures qui ne sont pas des lectures analytiques, qui ne sont pas des lectures littéraires, comme ce qu'on peut faire en cours de français ou de littérature. Et du coup, ce terme de lecture ordinaire, je vous disais la semaine dernière, il est à moitié satisfaisant parce que il y a une connotation qui peut être un petit peu péjorative, hein, dans le terme ordinaire. On pourrait se dire c'est moins bien que extraordinaire, mais là le terme il est vraiment utilisé pour désigner le caractère habituel de ces lectures. Hein, en fait, les lectures ordinaires, c'est l'immense majorité des lectures. La plupart des gens, quand ils ont un rapport au texte, hein, quand ils lisent des textes, que ce soit des textes fictionnels ou des textes plus pratiques ou didactiques, ils vont avoir vraiment des lectures ordinaires et ils ne vont pas du tout être dans un rapport analytique, savant au texte comme on peut l'être dans un contexte scolaire ou universitaire. Et en fait, ce terme du coup de lecture ordinaire, il permet de montrer que le mode de lecture savant, le mode de lecture esthétique, en fait, il est extrêmement rare, hein, et qu'il est extraordinaire dans le sens rare, dans le sens qui ne prend place que dans certains contextes particuliers, hein, et qui n'est du coup pas du tout représentatif de l'expérience de lecture majoritaire dans la population. Voilà, donc ça c'est les grandes oppositions. Et ensuite, parmi les lectures ordinaires, on a différents auteurs qui ont distingué différents types de lectures ordinaires. Hein, j'avais commencé très rapidement à vous les citer la dernière fois. Je crois que j'avais parlé de histoire de lecteur, hein, avec Mauger, Pudal et Pauliac. Et je m'étais arrêtée à peu près là. Donc du coup, pour ces auteurs-là, je vais vous remettre les noms aussi. Mauger, Pauliac, Gérard Mauger, Claude Pauliac et Bernard Pudal. Donc dans la conclusion d'un ouvrage qui s'appelle Histoire de lecteur, ils vont distinguer parmi les lectures ordinaires, hein, trois grands types de lectures. Donc ce qu'ils appellent
les lectures de divertissement. Donc ça, c'est lire pour le plaisir. Les lectures didactiques. Ça, c'est lire pour apprendre. Et enfin, ce qui s'appelle, un nom un petit peu surprenant, mais les lectures de salut. Ça, c'est lire pour se parfaire, hein, pour devenir une meilleure personne. Et eux, du coup, ils appellent ça les usages sociaux de la lecture. J'aurais dû le noter là. Hop. Voilà. Donc ils distinguent ces trois usages sociaux ordinaires de la lecture, hein, qu'ils opposent eux aussi aux lectures savantes ou esthétiques. Alors, pour préciser un petit peu sur chaque type de lecture, dans les lectures de divertissement, donc là on est vraiment sur le plaisir de lire, hein, de l'histoire. C'est un type de lecture qui va favoriser l'immersion dans le monde représenté. Et on voit bien sur cet exemple que ce mode de lecture, il paraît assez opposé aux lectures savantes, puisque si on veut justement s'immerger, si on veut que l'évasion soit réussie, il faut s'y croire, hein, dans le monde. Il faut croire à l'histoire, il faut se projeter dans le monde représenté, il faut s'identifier aux personnages. Et autrement dit, l'évasion est d'autant plus réussie qu'on arrive à oublier le texte support. Donc c'est vraiment l'inverse d'une lecture esthétique où au contraire on va se distancier de l'histoire, on va se distancier de ce qui est raconté pour se concentrer sur le style, sur le texte support. D'accord ? Ensuite, les lectures didactiques, c'est toutes les lectures au cours desquelles on apprend quelque chose. Donc ça concerne bien sûr les lectures qui sont faites explicitement pour apprendre quelque chose, hein. Quand on lit donc un guide pratique, un manuel, quelque chose qui est de l'ordre du tutoriel, hein, voilà, un livre de cuisine, un livre de bricolage, de jardinage, etc. Ou des lectures, voilà, si on lit des choses un peu plus documentaires, encyclopédiques, hein, un livre d'histoire, un livre de sciences, etc. Tout ça, ça rentre dans les lectures didactiques. Mais il peut aussi, nous disent donc Maugier, Pauliac et Kudal, il peut aussi y avoir un usage didactique des récits fictionnels, des histoires romanesques. C'est-à-dire que même dans un roman, hein, on peut apprendre des choses au cours de la lecture, même si l'histoire n'est pas forcément vraie, hein, si c'est une histoire inventée, fictive, on peut quand même apprendre des choses, par exemple sur une autre culture, hein, si ça se passe dans un autre pays, sur une autre époque, si ça se passe à une autre époque, voire même de façon plus générale, hein, on peut apprendre des choses sur la psychologie humaine, les relations humaines entre individus, etc., etc. Donc un usage didactique possible également des récits fictionnels. Et enfin, ce qu'ils appellent les lectures de salut, donc c'est toutes les lectures qu'on va faire pour s'améliorer, hein, en tant que personne, en tant qu'individu. Donc ça va regrouper évidemment les lectures de type développement personnel, mais ça va aussi, hein, recouvrir les lectures spirituelles, tout ce qui est de l'ordre des textes religieux ou spirituels, et puis également les lectures politiques ou militantes, où on retrouve cette idée-là d'amélioration de soi, entre autres, hein, amélioration de soi et de la société, mais voilà. Et puis dans les lectures de salut, ils mettent aussi les lectures qu'on fait pour la culture, hein, quand on lit quelque chose parce que on considère que c'est un texte important à connaître pour la culture générale, etc. Donc ça, ils mettent ça aussi dans les lectures de salut, hein, donc devenir une personne plus cultivée, ça rentre aussi dans cette catégorie. Voilà, du coup, je crois que j'ai tout mis. Est-ce que ça vous semble peut-être un petit peu plus clair avec ce récapitulatif plutôt que par rapport à tout ce que j'ai raconté la semaine dernière? Ouais. J'aurais juste une question pour oui. La lecture didactique. Comment elle se différencie
la lecture analytique, parce que enfin, je vois un peu le côté d'apprentissage ou d'avoir un esprit critique vis-à-vis de la lecture. Est-ce que c'est le cas dans la lecture didactique? Non, la lecture didactique, c'est vraiment apprendre des choses concrètes. Hein, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la littérature. Par exemple, lecture didactique, ça peut être apprendre à faire un gâteau. Vous lisez un manuel de cuisine, vous apprenez un savoir-faire, hein, ou apprendre à planter des tomates. Vraiment des choses concrètes. Dans la lecture de romans, le côté didactique, ça va être apprendre à mieux comprendre la psychologie humaine, par exemple, mais ça va être vraiment sans s'intéresser au texte en tant qu'objet littéraire. Alors que dans la lecture analytique, ça va vraiment être toujours centré sur... Ça va être quelque chose de très formel, en fait, vraiment centré sur la forme, hein, tandis que la lecture didactique, ça va plutôt être apprendre des choses à travers le fond du livre. C'est plus clair? Ouais. Ok, très bien. Et alors, du coup, quand même, précision importante, hein, par là, évidemment, d'un point de vue théorique, on distingue les deux pour catégoriser un petit peu, mais évidemment, ces différents modes de lecture, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire que chez un même individu, au cours d'une même lecture, on peut avoir plusieurs de ces éléments qui sont présents. Hein. En lisant un même roman, il peut y avoir des moments où on se dit « Ah tiens, ce passage est bien écrit, c'est poétique ». Il peut y avoir des moments où on se dit « Ah tiens, je connaissais pas ça sur ce pays où se passe l'histoire ». Et puis il peut y avoir des moments où voilà, il y a beaucoup de suspense, on est plongé dans l'histoire, on est vraiment dans l'immersion, emporté par l'histoire, etc. Donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'exclusif, hein, mais vraiment ces modes de lecture, ils peuvent être présents simultanément dans des proportions variables, hein. Ils peuvent se combiner au cours d'une même lecture chez un même individu, donc dans des proportions variables selon les contextes, hein, et selon les individus aussi, leur niveau de capital culturel, etc. Et ce qui est intéressant encore, hein, une dernière petite remarque là-dessus, c'est qu'il ne faut pas non plus associer un mode de lecture à un type de texte particulier. Hein, par exemple, on peut très bien avoir une lecture de type analytique d'un texte considéré comme peu légitime. Hein, par exemple, je ne sais pas, hein, on peut faire une lecture analytique de Harry Potter, hein, en s'intéressant à la façon dont c'est écrit, au système des personnages, à la construction narrative de l'histoire, etc. Et inversement, sur un texte beaucoup plus légitime de littérature classique, par exemple Madame Bovary, hein, on peut le lire sans avoir un rapport esthétique au texte, mais en se laissant emporter par l'histoire, en s'identifiant aux péripéties amoureuses de la vie d'Emma, etc. Il y avait une question? J'avais demandé si ça concernait seulement la littérature pour la lecture analytique, mais du coup non. Vous avez répondu à la question. Ouais, tout à fait. Hein, on peut avoir un rapport au texte. Alors évidemment, il y a des textes qui vont favoriser certains types de lecture plus que d'autres. Hein. Si vous êtes dans un texte écrit de façon très travaillée, peut-être que ça va favoriser ce type de lecture, mais encore une fois, ça va dépendre aussi des lecteurs et des contextes. Si vous lisez un texte de littérature en mode tranquillou sur la plage pendant vos vacances, peut-être que vous allez être moins attentif à la façon dont c'est écrit que si vous l'étudiez en cours de français, par exemple, ou si vous faites votre mémoire dessus, par exemple. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques là-dessus? Non? Alors, du coup, s'il n'y a pas de remarques, on va passer à la deuxième grande partie du texte, qui est donc la lecture, une pratique culturelle. Hop. Donc la lecture, une pratique culturelle, et petit A, là-dedans, on va commencer par, décidément le A ne veut pas passer, les déterminants sociaux de la lecture.
Donc, grand 2, la lecture, une pratique culturelle, et petit a, les déterminants sociaux de la lecture. Alors, ici, l'idée c'est que dans les études sociologiques sur la lecture, on va s'intéresser aux caractéristiques des lecteurs et des lectrices, en s'appuyant notamment sur les grandes enquêtes quantitatives du ministère de la Culture. Et puis, on va aussi s'intéresser à certaines populations en particulier et regarder quelles sont les lectures, quels sont leurs rapports à la lecture, au livre, de façon générale. Est-ce que vous avez froid, vous voulez qu'on ferme ou ça va? Ça va? Ok. Alors, du coup, dans ce type d'enquête sur les déterminants sociaux de la lecture, on a fait un certain nombre d'observations, notamment dans les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. On a constaté que les habitudes de lecture qui étaient prises dans la jeunesse étaient très importantes dans le parcours des individus. Et d'après Olivier Donat, donc le sociologue du ministère de la Culture, les gens vont avoir tendance à conserver toute leur vie les pratiques de lecture qu'ils ont élaborées entre 15 et 25 ans. Donc évidemment, si on considère que les habitudes se constituent entre 15 et 25 ans, ça souligne l'importance essentielle de l'éducation, du rôle de l'école dans la construction de ces habitudes. Mais il y a aussi, bien sûr, des effets du milieu social d'origine, du niveau de capital culturel des individus qui vont venir renforcer ceux du niveau de diplôme. Alors, il va y avoir aussi un effet important du genre sur les pratiques de lecture qu'on va détailler dans la deuxième sous-partie. Donc, je développe pas trop pour l'instant, mais de façon générale, les femmes lisent plus que les hommes. Et donc, pour tous les indicateurs, les activités en rapport avec le livre, on constate que les pratiques sont plus denses, plus fréquentes chez les femmes, qu'il s'agisse des achats de livres, du nombre, de l'intensité des lectures, de l'inscription en bibliothèque, etc. À niveau de diplôme équivalent, les femmes lisent en moyenne plus que les hommes. Et qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à l'effet de l'école, justement, dont je parlais précédemment, il va y avoir un effet de l'éducation, du parcours scolaire, du niveau de diplôme sur le mode de rapport au texte, c'est-à-dire que les individus qui ont suivi des études littéraires de façon générale, des études de façon générale, et encore plus si c'est des études littéraires, vont avoir un rapport esthétique plus développé au texte que les individus qui n'ont pas suivi ce type d'études. Là, ça paraît à peu près logique, vu qu'on a travaillé qu'on travaille dans le cadre des études littéraires ce type de disposition esthétique, justement. Mais sinon, de façon générale, le goût pour la lecture vient assez rarement directement de l'institution scolaire. Et au contraire, les ouvrages qui sont conseillés par les professeurs, notamment par les collégiens, sont souvent plus perçus comme un devoir, une obligation, qu'ils vont opposer à leur lecture personnelle, aux lectures qu'on fait pour le plaisir. Dans les enquêtes sur les lectures, que ce soit des lycéens, des étudiants, on retrouve souvent cette opposition entre les lectures pour l'école et les lectures pour soi. Les lectures scolaires et les lectures personnelles pour le plaisir. Et en fait, c'est uniquement quand il y a une relation particulièrement qualitative qui s'instaure entre un enseignant et des élèves, ou un enseignant et une classe, que l'enseignant va pouvoir avoir une véritable influence dans la construction du goût pour la lecture. Si on est quand il y a une relation de confiance, c'est le seul cas où l'enseignant va réussir à faire partager son goût pour la lecture, en particulier
aux élèves issus de milieux plus modestes, qui n'auraient pas construit déjà un goût pour la lecture dans le cadre familial. Évidemment, les élèves qui viennent de milieux favorisés, de milieux où les parents lisent, où on leur lit des histoires à la maison, où il y a des livres à la maison, vont avoir tendance à construire déjà un goût pour la lecture dans le cadre familial. Donc c'est évidemment plus pour les élèves de milieux populaires que l'école va avoir une importance particulière, avec une importance spécifique de la relation qui se construit avec les enseignants. Un dernier point, la relation entre la lecture et la réussite scolaire, je crois que je l'avais déjà mentionné dans un cours précédent, elle est pas tout à fait nette, elle est même plutôt fluctuante, dans la mesure où on a observé, notamment Christine Détré, Christian Baudelot et Marie Cartier, dans une enquête sur la lecture qu'ils ont menée à la fin des années 90, que les bons élèves ne sont pas toujours systématiquement des grands lecteurs et que, au contraire, certains mauvais élèves sont, eux, de gros lecteurs. Donc il n'y a pas forcément toujours de corrélation directe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, entre l'intensité des lectures chez les adolescents et leur réussite scolaire. Jusque-là ? Alors, deuxième point, petit b, là c'est une citation, le titre, la France lit plus, mais les Français lisent moins. C'est l'inverse. Oui, non, c'est ça. La France lit plus, mais les Français lisent moins. Voilà, donc ça c'est une expression d'Olivier Donat, donc le chercheur des enquêtes pratiques culturelles du ministère de la Culture, pour désigner l'évolution quantitative des lectures en France au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, en gros depuis le début des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, donc dans les années 1960. Il utilise cette expression pour mettre en évidence un paradoxe entre le fait que d'un côté il y a de plus en plus de gens qui lisent, il y a de plus en plus de lecteurs, notamment parce que le niveau d'éducation de la population progresse avec l'allongement de la durée moyenne des études. Donc de plus en plus de lecteurs et lectrices, de plus en plus de gens qui lisent, mais par contre on a de moins en moins de très gros lecteurs. C'est-à-dire que les gens qui lisent beaucoup de livres sont de moins en moins nombreux, et même les gens qui lisent beaucoup de livres ont tendance à en lire de moins en moins. En revanche, les lecteurs moyens, le nombre de lecteurs moyens est plutôt stable, leurs pratiques de lecture sont plutôt stables, et les petits lecteurs, là aussi, sont plutôt stables, voire progressent. Donc, cette formule, elle désigne vraiment le fait que de plus en plus de gens ont accès à la lecture, ont les moyens aussi d'acheter des livres, mais de moins en moins de gens lisent beaucoup de livres. Et cette diminution quantitative des lectures, elle va se retrouver dans les catégories, les critères des enquêtes pratiques culturelles des Français. C'est-à-dire que dans les premières éditions de l'enquête, on classait les gens dans gros lecteurs s'ils lisaient plus de 25 livres par an. Et depuis le début des années 2000, on a placé la barre, on a descendu un peu la barre, et maintenant on place la barre à 20 livres. Donc si vous lisez plus de 20 livres par an, vous êtes un grand lecteur, une grande lectrice, alors qu'auparavant, pour être grand lecteur ou grande lectrice, il fallait lire 25 livres par an. Et en plus, donc on passe de 25 à 20 livres par an, et on va même élargir un petit peu le champ des livres, dans la mesure où dans les dernières enquêtes, dans le nombre de livres lus par an, on va donner la possibilité aux enquêtés de compter également les bandes dessinées.
Alors ça, le problème, c'est que c'était une question qui n'était pas posée dans les premières éditions de l'enquête. Maintenant, on demande aux gens combien de livres vous avez lus par an, ils donnent leur réponse, en leur chiffre, le nombre de livres lus, et après on leur demande est-ce que vous avez compté les bandes dessinées dedans. Et ça, on ne posait pas cette question auparavant, mais on s'est rendu compte que de plus en plus, les gens comptent les bandes dessinées. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de dire par rapport à cette évolution en nombre de lectures? Oui, par rapport à la fréquentation des bibliothèques, qui est aussi un indicateur de l'intensité des lectures, on a eu, ça reste une pratique qui est relativement minoritaire, qui concerne une minorité de la population, qui a pas mal progressé dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est plutôt dans une période de stagnation, voire diminution, là, depuis une vingtaine d'années. Et il faut aussi évidemment se poser la question à l'heure actuelle de la place des nouveaux supports de lecture qui se développent, le livre numérique en format dématérialisé, qu'on peut lire sur un ordinateur, sur une liseuse, sur une tablette, etc. C'est quelque chose qui existe mais qui reste relativement minoritaire pour l'instant sur le marché du livre. Et pareil pour le livre audio, on a commencé à voir largement que le livre audio était en progression ces dernières années, mais sur le marché du livre, mais ça reste encore, on reste encore sur quelque chose d'assez minoritaire, de l'ordre de 1 à 2%. Voilà pour cette partie un petit peu quantitative. Ensuite, le petit 3, on va parler des questions de légitimité, donc effet de légitimité. Sur l'évolution des pratiques et aussi sur les effets de questions de légitimité sur la déclaration des pratiques. Olivier Donat, il explique ainsi que les enquêtés, à l'heure actuelle, sont moins tentés de surestimer leur lecture, justement parce que la lecture, en tant que pratique culturelle distinctive, légitime, a perdu de son prestige au fil du temps. Et donc ça paraît moins indispensable aujourd'hui de se dire lecteur ou lectrice pour se valoriser socialement. Du coup, le sous-entendu dans cette réflexion, c'est que auparavant, dans les premières éditions de l'enquête pratique culturelle des Français, les gens avaient tendance à surestimer leur lecture et à surdéclarer leur lecture. Donc voilà, là c'est des réflexions qui invitent un petit peu à relativiser la baisse du nombre de livres lus, la baisse des lectures qu'on peut constater selon certains indicateurs, dans la mesure où on a de fortes raisons de penser que dans les premières éditions de l'enquête, les individus avaient tendance à surestimer leur lecture pour des raisons de distinction sociale, pour se valoriser, parce que c'était valorisant de dire qu'on lisait beaucoup. Et ça l'est un peu moins aujourd'hui parce que la lecture justement a perdu de son prestige. Donc, Olivier Donat, il explique ça dans son ouvrage « Les mutations de la lecture ». Et il montre très clairement, à partir de ses enquêtes, que dans les années 50, 60, 70, les enquêtés surestimaient beaucoup leur lecture, alors que c'est aujourd'hui moins le cas. Et donc, il estime qu'actuellement, les déclarations des enquêtés sont beaucoup plus proches de la réalité de leur pratique. En effet, la lecture à l'heure actuelle donc, est moins une pratique de distinction. Elle ouvre moins de droit à des bénéfices symboliques qu'autrefois. Et puis, de plus en plus, il va être socialement facilement accepté d'avoir des lectures moins légitimes.
c'est de plus en plus facile à déclarer et alors j'allais presque dire à assumer, mais j'aime pas trop là parce qu'il y a un jugement de valeur quand même. Voilà, en tout cas, il est socialement de plus en plus facile de déclarer des lectures moins légitimes, comme les romans sentimentaux, les romans policiers, les littératures de l'imaginaire, ou même un certain nombre de lectures de magazines, de bandes dessinées, alors qu'auparavant, dans les premières éditions de l'enquête, il y a 50, 60 ans, les enquêtés ne considéraient pas ça comme des pratiques suffisamment nobles pour être citées. Donc voilà, et donc j'ai parlé précédemment de l'intégration de la question sur les bandes dessinées. On a à l'heure actuelle un lecteur sur 4 qui répond qu'il a compté les bandes dessinées dans le nombre de livres lus. C'est-à-dire que donc il y en a une part importante qui les compte, mais la majorité continue quand même à distinguer très clairement lecture de livres et autres types de lecture. Lecture de bande dessinée, lecture de magazines, lecture de presse. Et c'est d'autant plus vrai chez les gens qui lisent beaucoup. Les gens qui lisent beaucoup vont avoir encore plus tendance à séparer leur lecture de livres du reste de leur lecture. Des questions jusque-là? Ça va, je vais pas trop vite? Alors, le point suivant, petite idée, c'est la féminisation de la lecture. J'en parlais un petit peu du coup dans le petit A. On va détailler ce point. Alors, on constate effectivement dans les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français que les femmes lisent en moyenne plus que les hommes et également que c'est un phénomène qui s'accentue au fil du temps. C'est-à-dire que la lecture est une pratique de plus en plus féminine au fil du temps. Alors pourquoi? Eh bien parce que la baisse de la lecture qu'on a constatée dans les enquêtes quantitatives sur les pratiques de lecture concerne plus les hommes que les femmes. En fait, les hommes lisent de moins en moins et les femmes maintiennent un peu plus leur pratique de lecture au fil du temps. Donc, ce déclin de la lecture, il s'inscrit aussi de façon plus large dans un déclin des pratiques liées à la culture dite légitime, les pratiques, les pratiques culturelles qui sont considérées comme légitimes, comme nobles, prestigieuses, etc. par les institutions culturelles dominantes. Et cette culture légitime, au fil du temps, elle a tendance à perdre un peu de son prestige et les pratiques liées à cette culture savante, légitime entre guillemets, ont tendance à baisser au fil du temps. Et de façon générale, cette baisse concerne plus les hommes que les femmes. Donc c'est le cas en particulier pour la lecture, où donc on constate à l'heure actuelle un plus fort intérêt, une plus forte appétence des femmes pour la culture cultivée à tous les âges et dans tous les milieux sociaux, à tous les milieux d'éducation. Donc cette féminisation de la lecture, elle se constate vraiment toutes choses égales par ailleurs. Alors, on peut mettre en lien cette féminisation de la lecture ou de la culture, du rapport à la culture légitime chez les femmes avec les performances scolaires, dans la mesure où les enquêtes en sociologie de l'éducation montrent aussi que depuis les années 1980, les filles ont tendance à avoir des meilleurs résultats scolaires en moyenne que les garçons. Et l'écart d'ailleurs entre les filles et les garçons, notamment dans l'enseignement secondaire, a tendance à se creuser au fil du temps. C'est particulièrement vrai dans les filières liées aux humanités, plutôt les filières littéraires, artistiques. Et on constate ça aussi au niveau des couples.
je ne sais pas si vous avez le principe d'homogamie sociale en tête, hein, c'est le principe selon lequel les individus se mettent majoritairement en couple, le principe selon lequel au sein d'un couple, hein, les individus appartiennent en grande majorité au même milieu social ou à des milieux socio-professionnels proches. Donc évidemment il y a des exceptions statistiques, mais la grande majorité des couples, hein, il y a vraiment une surreprésentation d'unions homogames, socialement homogames, hein, d'unions où les deux membres du couple ont le même niveau socio-professionnel. Si on regarde justement les couples qui font exception, les couples donc hétérogames, hein, ceux au sein duquel les deux individus n'appartiennent pas au même milieu socio-professionnel, et ben dans les générations les plus anciennes, l'hétérogamie, elle était souvent liée au fait que le niveau d'études de l'homme était supérieur à celui de la femme. On parle évidemment des couples hétérosexuels ici, alors que dans les générations plus récentes, c'est l'inverse. Hein. Les couples hétérogames parmi les jeunes générations sont souvent liés au fait qu'on va avoir des femmes qui ont un niveau de diplôme plus élevé que leur conjoint. Et du coup, ces transformations, elles vont avoir une conséquence importante sur les pratiques culturelles et sur les sociabilités liées aux pratiques culturelles, dans la mesure où, les femmes qui ont des pratiques culturelles plus intenses, hein, vont être plus souvent obligées de chercher des interlocuteurs de pratique, hein, des gens avec qui aller au théâtre, au musée, etc., en dehors de leur entourage familial. Et il y a aussi tout un travail, bon là j'élargis un petit peu, mais il y a tout un travail de Dominique Pasquier sur les sorties au théâtre, qui date d'il y a quelques années, où elle montre bien que même quand les hommes accompagnent leur conjointe au théâtre, hein, en général c'est quand même elle qui a organisé la sortie, acheté les billets, choisi le spectacle à aller voir, etc. Donc au niveau de la sociabilité autour du livre, on retrouve cet effet. On constate que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à échanger des livres au sein de leur réseau social, hein, et à en parler. Dans des réseaux justement souvent extérieurs à la famille, hein, plutôt des réseaux amicaux. Du coup, cette féminisation de la lecture, le tournant un petit peu se fait dans les années 1980. Hein, c'est à cette période-là que les lectrices deviennent plus nombreuses que les lecteurs. Et ça correspond aussi à une période où, au niveau de l'édition, il y a un développement très fort des productions qui ciblent un public féminin. Donc, dans les années 1980. Notamment, on va avoir la maison d'édition Harlequin, hein, qui s'installe, qui est à l'origine une maison d'édition canadienne, qui s'installe en France à la fin des années 70. Hein, donc, je ne sais pas si vous connaissez les romans Harlequin, ça vous dit quelque chose ou c'est trop vieux pour vous? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Hein, donc, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans le roman sentimental. Et donc qui va avoir beaucoup de succès, hein, dès son arrivée en France. Des éditeurs français se lancent également sur ce rayon des romans sentimentaux. Hein. La collection Aventure et Passion, par exemple, chez J'ai lu, etc. Hein. Un petit peu plus récemment, on va avoir une autre mode, type de récit à destination d'un public féminin. Ça va être la vague de la chick lit. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Hop. Chick lit. Lit, c'est pour littérature et chick, c'est pour poulette. Enfin voilà, ça veut dire littérature pour filles, quoi. Enfin, ouais. C'est une expression assez, qui a un côté à la fois rigolo et un peu péjoratif. Hein. Donc la chick lit, c'est là aussi une mode qui vient des pays anglo-saxons, et c'est des récits qui vont à la fois viser et mettre en scène des personnages de jeunes femmes qui ont entre 20 et 30, 35, 40 ans,
et voilà des personnages de célibataires ou jeunes mères de famille branchées. Des exemples archétypiques, ça va être Bridget Jones, le journal de Bridget Jones, qui sort au début des années 2000, Le diable s'habille en Prada, etc. Et donc ça, c'est des titres qui vont avoir beaucoup de succès, qui vont être adaptés au cinéma, etc. Et puis ensuite, dernière vague un petit peu de littérature à destination des femmes, un petit peu plus récente, c'est la beat-lit. Ça, c'est la mode de la romance sentimentale. Qu'est-ce que je dis? De la romance paranormale, donc des histoires d'amour avec des créatures magiques, des vampires, etc. Donc évidemment le titre emblématique de ça c'est la saga Twilight de Stephanie Meyer, donc qui date plutôt de la fin des années 2000, mais qui va donner lieu après à toute une série de romans dans la même veine. Au niveau éditorial, ça va vraiment être visible dans le début des années 2010, avec des collections spécialisées, même dans ce type de récit qui se crée, comme la franchise Milady chez l'éditeur de fantasy Brajlon, qui va un petit peu se spécialiser dans ce type de récit. Au niveau de la production, ouais. Oui, c'était juste parce que du coup vous disiez qu'en 1980 il y avait vraiment cette volonté des maisons d'édition de cibler les femmes. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi il y avait une raison qui a fait que ça a poussé ces personnes à cibler, enfin ces maisons à cibler? Je pense que, alors, c'est probablement pour des raisons purement commerciales. À un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait un public qui n'était pas, un public à développer, voilà, que les femmes lisaient beaucoup aussi, et que probablement ça serait rentable, intéressant financièrement de leur proposer des lectures qui pourraient leur plaire. Voilà. Je pense qu'on était là purement dans des objectifs commerciaux, marketing, d'élargir le public. C'était pour savoir si c'est eux qui avaient influencé le fait qu'elles lisent plus, ou si justement c'est le fait qu'elles lisent plus qui les a poussés à plus les targuer, enfin les cibler. Je pense que les deux se sont un peu auto-alimentés. Okay. C'est vraiment, on observe le développement à la fois de l'édition et des pratiques de lecture de façon assez parallèle. Et du coup, au niveau de la production, parmi les auteurs et les autrices, les femmes représentent environ un tiers des auteurs-autrices publiées. Elles sont assez présentes dans le personnel des maisons d'édition, puisqu'on va avoir 75% de femmes parmi les salariés dans les maisons d'édition, mais comme dans tout un tas d'autres domaines, très peu à des postes de direction. La plupart du temps plutôt comme attachée de presse, secrétaire ou assistante d'édition. Et dans la librairie, c'est pareil. On va avoir non, c'est pas tout à fait pareil justement. Au niveau de la vente des livres, de la diffusion des représentants en vente de livres et des libraires, on a encore là des profils plutôt majoritairement masculins, à l'inverse des bibliothèques, des bibliothécaires, où là c'est une profession qui s'est très majoritairement féminisée également sur les dernières décennies. Voilà, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va? Alors, du coup, on va passer au grand 3, la lecture comme expérience sociale. Alors, ça va être un peu plus court, cette partie-là. Hop, je ne vais pas vous renoter tous les sous-titres à chaque fois. Donc voilà, troisième et dernière grande partie du chapitre, la lecture comme expérience sociale. Ici l'idée c'est d'envisager la lecture non plus comme un acte, comme pouvait le faire Iser dans les études littéraires
de l'école de Constance, mais plutôt comme une expérience. Une expérience, on peut décrire ça comme une série d'actes ou d'opérations menées par le lecteur avant, pendant et après sa confrontation avec le texte. Ça, c'est une citation de Stéphanie Tralongo. Stéphanie Tralongo, donc, a fait une œuvre sur la réception des romans de qui a fait une thèse, c'est une grande œuvre, une thèse, effectivement, sur la réception des romans de Christian Bobin. Et donc, elle décrit l'expérience de lecture comme une série d'actes ou d'opérations menées par le lecteur avant, pendant et après sa confrontation avec le texte. Laïr, il défend aussi l'idée que le goût pour la lecture d'un texte, d'une œuvre littéraire en particulier, n'est pas forcément lié avec le volume de capital culturel ou avec le profil social des individus. Enfin, on ne peut pas se contenter du profil social des individus pour deviner s'ils vont aimer tel ou tel titre ou non, mais que le goût pour tel ou tel texte dépend plus du stock d'expériences incorporées par les individus, autrement dit de leur parcours personnel de lecteur ou lectrice. Et ces différentes réflexions nous invitent vraiment à envisager la lecture sur la durée, la lecture comme une expérience assez vaste finalement, à envisager sur la durée, depuis la première fois où l'enquêté a entendu parler du livre, jusqu'aux conversations qu'il peut tenir sur le livre, bien après l'avoir refermé. Là, c'est vraiment, quand on s'intéresse à la lecture en tant qu'expérience sociale, l'idée c'est vraiment de l'envisager dans l'ensemble de son expérience, en prenant en compte le moment de la lecture, mais aussi tout ce qui se passe avant et tout ce qui peut se passer après. Donc, de la première fois où l'enquêté entend parler du livre, jusqu'aux conversations qu'on peut avoir sur le livre après l'avoir lu. Le terme d'expérience, il a également l'avantage de présenter une représentation de la lecture comme une expérience sociale comme une autre, finalement, comme une pratique ancrée dans le quotidien, avec un lieu spécifique, un moment spécifique, dans une trajectoire sociale. Ici, on se place dans une culture sociologique visant à expliquer les pratiques présentes des individus par leurs expériences passées. Donc ça correspond bien à l'approche dispositionnaliste qui est celle de Laïr, avec cette idée que les individus incorporent des dispositions au fur et à mesure de leur socialisation et que ces dispositions, après, elles peuvent s'activer, se mettre en veille selon les contextes. Donc voilà, l'importance ici de la prise en compte du contexte, justement. Et donc, pour déconstruire, pour décrire une expérience de lecture, on peut s'intéresser à 6 composantes à prendre en compte dans l'analyse. Alors, je vous les liste, et puis après, je vous détaillerai pour chacune d'entre elles. Donc, 6 composantes sur lesquelles on peut s'appuyer pour analyser l'expérience de lecture. Donc, le hors-texte, tout ce qui se situe hors du texte, le hors-texte, les pratiques de lecture passées et présentes des enquêtés, la fonction de la lecture, l'appropriation de la lecture, les effets de la lecture et la légitimité de la lecture. Je répète si vous voulez, mais je vais les refaire après dans le détail. Donc le hors-texte, les pratiques de lecture passées et présentes, la fonction de la lecture, l'appropriation de la lecture, les effets de la lecture et la légitimité de la lecture. Alors, si on commence par le hors-texte, à quoi est-ce que ça correspond? En fait, c'est les conditions concrètes de la lecture. Les conditions matérielles, concrètes, dans lesquelles s'effectue la lecture. Donc vraiment le corps de l'enquêté lisant dans un lieu, à un moment précis, dans un contexte particulier, un livre. Donc, comme l'encourage Bernard Laïr, on veille à rapporter ce moment
a une trajectoire plus large, hein, un parcours plus large des lecteurs et lectrices, comme une expérience ordinaire hein, au sein de ce parcours avec ses modalités particulières. Par exemple, lire à son bureau pour étudier un texte scolaire parce qu'on y est obligé n'engage pas forcément hein, la même attitude, le même rapport au texte que lire un livre qu'un ami nous a conseillé. Donc le fait de contextualiser comme ça la lecture, ça nous aide à voir ce qui, indépendamment du texte lui-même, peut influer sur l'appropriation du texte qui va être faite. En gros, quel est l'état psychique et physique de l'enquêté au moment de la lecture, ses motivations, est-ce qu'il a déjà lu d'autres livres comparables auparavant qui pourraient l'amener à projeter des attentes particulières sur le texte, comment est-ce qu'il ou elle a pris contact avec ce livre, etc. Donc cette dimension-là hein, du hors-texte, elle nous invite vraiment à ne pas voir la lecture comme une expérience à part, mais vraiment comme quelque chose qui s'inscrit dans le quotidien, hein, dans le monde social, dans un contexte particulier. Voilà, donc l'importance du contexte, des conditions concrètes de lecture. On peut développer aussi la notion de parcours à travers la deuxième composante, donc les pratiques de lecture passées et présentes des enquêtés. Les pratiques de lecture passées et présentes des enquêtés. Donc là, on se demandera de façon plus générale quelles sont les pratiques de lecture de la personne interrogée, quels sont ses types de livres préférés, est-ce qu'il ou elle a des genres, des auteurs préférés, et on cherchera comme ça, hein, pour chaque enquêté, à retracer leur histoire personnelle avec les livres, leur attitude générale par rapport à la lecture, leur manière de lire, leur mode de traitement des livres en tant qu'objet. Donc c'est pour ça qu'on va souvent leur demander, enfin vous avez vu, hein, quand on a lu très vite la grille d'entretien, mais c'est pour ça qu'on pose des questions sur les livres possédés, sur les achats, les emprunts, la fréquentation des librairies, des bibliothèques, sur la sociabilité autour de la lecture, etc. Et du coup, de cette façon, hein, ça va nous permettre ensuite dans l'analyse de rapporter le mode de lecture spécifique d'un texte sur lequel on travaille à des pratiques de lecture personnelle plus générales de la personne interrogée. Alors, troisième point, la fonction de la lecture. J'essaye de... Hop, encore une page. J'ai un petit peu débordé, mais on va essayer de finir rapidement, que vous ayez le temps de travailler un petit peu. La fonction de la lecture, ça répond à la question pourquoi lit-on, hein, quelle est la motivation, les raisons de lire, hein, qu'est-ce qui motive la lecture. Donc là, il peut y avoir différentes possibilités. Ça peut être on lit un livre pour se renseigner sur un sujet, on lit un livre parce qu'on nous l'a conseillé, on lit un livre parce qu'on en a besoin dans le cadre professionnel, on lit un livre parce que son auteur préféré vient de sortir un nouveau roman. Enfin, voilà, il y a tout un tas de motivations possibles. Et en filigrane, hein, derrière ces raisons, qui sont les raisons qui peuvent être citées spontanément par les enquêtés quand on leur demande pourquoi vous avez lu ce livre, qu'est-ce qui vous a motivé à lire ce livre, on peut aussi en général déceler des fonctions sociales plus profondes de la lecture, comme le fait de pouvoir citer tel ou tel livre qu'on aurait lu, le fait d'avoir une disposition professionnelle à la lecture, etc. Et on constate avec ce type de questions que le rapport finalement savant au texte, il apparaît très peu. C'est très très rare que les gens nous disent je lis pour comprendre, pour analyser le sens du texte, je lis pour la forme, etc. Donc il faut faire il faut faire attention à ne pas projeter ce mode de lecture savant des textes à l'ensemble des lecteurs.
Donc on a un autre auteur qui s'appelle Michel Schmitt, qui a pointé 5 fonctions de la lecture. Je peux vous les noter, mais je trouve que sa typologie est un peu moins intéressante que celle de Mauger, Pauliac et Pudal. Enfin, elle se recoupe en particulier, hein, donc vous n'êtes pas forcément obligé de noter les deux, je vais juste vous le donner pour information. Donc lui, il distingue 5 fonctions de la lecture. Une fonction utilitaire, c'est lire pour apprendre quelque chose. Donc on retrouve l'idée de lecture didactique. Une fonction académique, donc là ça ressemble beaucoup à la lecture esthétique, hein. Donc une lecture conforme à des règles ou des codes spécifiques, scolaires ou universitaires. La lecture de révérence, donc pour lui ça c'est la lecture comme facteur d'intégration sociale. Bon là je ne sais pas trop où est-ce qu'on pourrait le mettre. La lecture sérielle, donc là c'est la lecture un peu de consommation, hein, quand on va lire tous les livres d'une même série, d'une même collection. Et puis dernier type de fonction de la lecture, le ravissement, donc ça c'est la lecture qui nous change de temps et d'espace. Donc là on retrouve l'idée d'évasion, de divertissement qu'on avait chez Mauger, Pauliac et Pudal. Voilà, donc ça c'est pour les fonctions de la lecture. La fonction de la lecture, on a dit, donc c'est pourquoi lit-on, hein, les motivations à la lecture. Ça recoupe en partie, sans être totalement la même chose, le mode d'appropriation des textes. Donc ça on en a déjà parlé, hein. Le mode d'appropriation des textes, c'est plutôt comment lit-on, hein, de quelle manière lit-on, à quoi on prête attention dans le texte au cours de sa lecture. Et donc on a vu qu'il existait différentes manières de lire, qui peuvent être différentes selon les individus, qui peuvent être différentes selon le type de livre lu. On va pouvoir se demander aussi, dans ce contexte-là, quelle est la difficulté de la lecture, quelle est la vitesse à laquelle le texte est lu. Est-ce que ça s'apparente plutôt à un effort ou à un plaisir? Et évidemment, quel est le mode d'appropriation de ce texte, hein. Donc on a vu qu'on pouvait classer les lectures en fonction de ces deux types de réception, hein, plutôt analytique ou éthique. Donc par exemple, quand on a un lecteur qui va nous parler du style du texte, qui utilise des catégories littéraires de perception du texte, qui met en valeur les références intertextuelles, etc. Là on va plutôt parler d'un rapport d'appropriation analytique ou esthétique du texte. Et inversement, hein, si on a des lecteurs qui portent des jugements sur le monde représenté, qui manient des catégories d'ordre plutôt idéologique, hein, des jugements moraux, de l'empathie, de l'identification envers les personnages, là on va plutôt parler d'appropriation éthique. Voilà, donc ça c'était le 4e dimension, le mode d'appropriation dominant. On a ensuite, 5e, les effets de la lecture. Donc, quels sont enfin les effets de la lecture? Donc là, on va parler d'effets concrets de la lecture sur le lecteur ou la lectrice, et notamment en termes corporels, en termes de sensations. Puisque la lecture finalement a souvent partie liée avec des émotions, des sensations, des choses qu'on peut ressentir, hein, même si parler des émotions, des sensations ressenties, ça a été quelque chose de très longtemps tabou, hein, dans les études littéraires, comme on l'avait vu dans la première partie. Et pourtant, il y a des types de littérature qui jouent explicitement là-dessus. Donc, par exemple, la littérature horrifique, c'est une littérature qui a littéralement pour but de nous faire peur, hein, de nous faire ressentir des frissons, de nous faire ressentir la peur au niveau physique. Pareil, la littérature érotique, c'est aussi une littérature qui a pour but, hein, de susciter une réaction chez le lecteur ou la lectrice au niveau physique. Et du coup, hein, ces sensations, ces émotions, de façon plus générale, ressenties, elles font partie, hein, de la réception des textes, et elles s'ajoutent à des choses qui sont de l'ordre plus d'une compréhension intellectuelle du texte. Et enfin, dernier point, la légitimité de la lecture.
Donc les questions de légitimité qu'on peut se poser vis-à-vis de l'expérience de lecture. Donc même si le prestige social lié à la lecture a tendance, comme on l'a dit, à baisser au fil du temps, ça reste une activité valorisée en particulier par les institutions scolaires et universitaires. Même si aussi, on a vu qu'il y avait un lien assez lâche entre pratique de lecture et réussite scolaire, dans tous les cas, ça reste une activité valorisée par l'institution scolaire. Et les lycéens et étudiants font ainsi une frontière généralement assez nette entre les lectures utilitaristes liées au travail scolaire et puis des activités plus de loisirs qui peuvent ou non comprendre des lectures. Au contraire de ça, on a un peu la figure du littéraire, de l'intellectuel, pour qui la lecture est toujours un plaisir, pour qui le travail sur le texte est un plaisir, mais finalement cette figure-là du littéraire, de l'intellectuel qui prend plaisir à avoir un rapport analytique au texte, à s'intéresser à la façon dont c'est écrit, etc. Ça reste quelque chose d'assez rare finalement. Ça existe, bien sûr. Si on interroge des profs de français, on va souvent, des gens qui ont un côté très littéraire, on va retrouver ce type quand même de rapport au texte, mais ça reste relativement rare. Il y a certains contextes dans lesquels le temps consacré à la lecture va être favorisé, va être légitimé. Par exemple, on peut lier la lecture à la fréquentation de certains milieux sociaux. Par exemple, le fait de fréquenter un milieu étudiant, ça peut, ou certains milieux professionnels particuliers, ça peut favoriser la lecture parce que ce sont des contextes où c'est une pratique socialement valorisée. Et on garde en tête aussi, évidemment, sur ces questions de légitimité, ce qu'on disait précédemment sur la déclaration des lectures, le fait que tous les livres ne relèvent pas du même registre de légitimité et que les enquêtés, selon leur niveau de capital culturel, selon leur intériorisation de la hiérarchie symbolique des textes, peuvent être amenés à surestimer ou sous-estimer leur pratique au cours de l'enquête, au cours de l'entretien. Voilà, je suis arrivée au bout du cours. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que je n'ai pas été trop vite sur la fin. Ça va? Ok, super. Donc, du coup, on va passer à la deuxième partie du cours où vous allez vous mettre par groupe pour travailler sur vos documents. Donc, je vais éteindre l'enregistrement.